Bonjour à tous, bienvenue pour cette édition spéciale de Parlons au placement dans des circonstances voilà, que vous imaginez, comme tout le monde, confiné, mais nous avons décidé de maintenir le contact, maintenir le lien. C'est important dans ces périodes un petit peu compliquées de maintenir ce rendez-vous. Parlons placement qui est votre rendez-vous. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, plus de 200. N'hésitez pas pendant toute la durée de cette demi-heure interactive à poser vos questions à nos spécialistes. Ils sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Et on a déjà des questions qui nous sont arrivées en amont et qu'on adressera durant l'émission. On va traiter aujourd'hui de deux sujets principalement, les marchés financiers. Vous avez vu la crise sur les bourses. Le pire est-il derrière nous? C'est la question que je poserai à Jonathan Lévy. Et puis un spécial immobilier avec Vincent Kutkovitz, spécial Covid-19. Quel impact sur les placements immobiliers, les SCPI, les SCI, les OPCI, enfin tous les acronymes que vous connaissez, dont on parle régulièrement dans l'émission. Qu'est-ce que le Covid-19 aura comme impact sur ceci? Alors, je vous propose de retrouver tout de suite Jonathan. Jonathan, vous pouvez nous rejoindre. Bonjour, Jonathan. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bon, je suis quand même heureux de vous retrouver malgré les circonstances, même si c'est virtuellement pour l'instant, en espérant avoir l'occasion de se retrouver dans le studio de Parlons Placement très prochainement. On va voir tout de suite quelles sont vos analyses, comment est-ce que vous vivez ce krach boursier et quels sont vos scénarios de sortie et surtout quelles sont les conséquences pour ceux qui nous regardent. Je vous propose peut-être de commencer par votre analyse. Comment est-ce que vous percevez ce qui se passe actuellement sur les bourses mondiales? La crise est extrêmement forte puisqu'on a connu sur certains indicateurs des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis la crise des subprimes, qui est la dernière grande crise sur les marchés financiers qu'on a traversée sur les marchés. Si on regarde l'histoire des crises, je vous propose de passer en revue en fait ce slide. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait de comprendre ce qui s'est passé lors des précédentes récessions dans le monde et de voir sur les marchés financiers comment est-ce que ils ont évolué pendant les phases ou avant les phases, après les phases de récession. On regarde l'indice S&P 500, qui est un indice américain, parce qu'il est très révélateur en fait des marchés financiers. On voit qu'il y a eu Donc on voit que c'est descendu jusqu'à moins de 50%, entre 50 et 60% sur les trois principales crises. Voilà, les trois principales crises, les trois principales récessions. 73, le choc pétrolier, l'éclatement de l'abus de l'Internet en 2000 et la crise des subprimes en 2007. Exactement. Et là, on est proche des 60% de correction entre le pic atteint sur les marchés juste avant la crise et le plus bas atteint après la crise. Alors, et donc, si on prolonge le raisonnement à l'heure actuelle, ça donne quoi? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est la dernière ligne actuellement, le S&P 500 est en baisse de 34% par rapport à son pic. Donc, on n'est pas sur une correction aussi sévère que ce qu'on a pu connaître effectivement en 2000, lors de l'éclatement de l'abus d'Internet, ou en 2007, 2009, lors de la phase des subprimes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une vraie crise ou qu'on n'est pas arrivé encore tout en bas? Ça, c'est la grande question. Est-ce que la crise est aussi sévère et donc il y a de bonnes chances ou de risques pour que la baisse se prolonge? Ou est-ce que la crise est différente et elle devrait effectivement, sur les marchés financiers, se terminer plus rapidement? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre en fait quand même la nature de la crise. D'abord, c'est la première fois que la crise financière, le krach, est aussi soudain. Quand vous voyez le pic et le creux sur le graphique, sur le tableau, là, sous vos yeux, vous voyez que, en général, c'est autour d'un an et demi. La phase de récession, la phase du krach boursier. On n'a jamais eu un krach de 40% en un mois. Là, c'est ce qu'on a observé. Sur les deux précédentes crises, qui nous intéressent un peu plus parce que c'est dans un monde qui nous ressemble un peu plus, un monde très financiarisé, très international. Ça nous ressemble plus que la crise des années 80. Donc en 2007 ou en 2000, c'est les marchés financiers qui ont provoqué la crise économique. Donc les marchés financiers ont beaucoup chuté et ensuite
la crise économique est intervenue. C'est vrai pour l'éclatement de la bulle Internet. C'est une bulle financière sur les valeurs Internet qui ont provoqué une crise économique en 2001-2002. Et là, c'est très différent. On n'est pas du tout dans une crise ni économique ni financière, enfin même si elles le deviennent, mais on est dans une crise sanitaire pour commencer. Non, elle est sanitaire, évidemment. Sanitaire, économique et financière. Elle est économique, et parce qu'elle est économique, elle est devenue financière dans la foulée, concomitamment en fait. Donc ça, c'est très différent. C'est pas une bulle qui a éclaté, c'est une crise économique qui provoque une baisse des marchés. Et ça fait une différence fondamentale. Et quelle différence alors pour les bourses, si on se concentre sur la partie financière, hein, qui est celle qui nous intéresse dans cette émission, est-ce que ça veut dire que c'est plus grave, c'est plus embêtant que ce soit une crise économique Pour moi, c'est plus simple à gérer. Sur le plan économique, c'est beaucoup plus simple que la dernière crise était nettement plus compliquée, la crise des subprimes, parce que ça touchait le système bancaire. Il y avait un risque systémique qui, à mon sens, n'existe pas aujourd'hui, même si la récession peut être très violente, très gênante pour tout le monde, socialement par exemple, mais c'est plus simple à gérer. La crise bancaire, on a mis 1 an et demi à comprendre exactement sa nature, les subprimes, à comprendre à quel point tout le monde était touché. Et ensuite, on a mis du temps du coup à y répondre. On a mis du temps à faire le diagnostic, on a mis du temps à apporter les bonnes réponses. Aujourd'hui, on connaît le diagnostic, c'est un choc sur la demande, un choc sur l'offre, les gens vont plus consommer. On l'a vu par exemple en Chine, sur la région du confinement, la consommation c'est moins 20%. L'investissement, c'est moins 25%. Ce sera peut-être plus en Europe, peut-être plus aux États-Unis, mais enfin, on voit qu'il y a un choc très important sur la demande d'investissement. Les gouvernements sont déjà intervenus en Europe, aux États-Unis, pour dire on va soutenir tous les acteurs, les entreprises, les ménages. Oui, mais juste un point là-dessus. En effet, on peut avoir une intervention des banques centrales, on peut avoir une intervention des gouvernements via la politique budgétaire notamment, mais si les gens restent chez eux à ne pas produire, par exemple, de voitures ou à ne pas consommer en achetant ces mêmes voitures, on peut injecter dans le système tout l'argent qu'on veut, ça ne résout pas le problème. Non, effectivement, l'hypothèse sous-jacente à la remontée des marchés, à la sortie de crise, c'est que la crise sanitaire va finir par se résoudre, par se résorber. Donc, on est sur un scénario qui peut être remis en cause plus tard, mais aujourd'hui, le scénario, c'est que on a un confinement éventuellement sévère qui induit une baisse de la consommation sévère et une baisse de l'investissement sévère, mais qu'il y aura une fin. Il y a un délai, il y a une période limitée à ce confinement qui peut durer 6 semaines, peut-être plus, 2 mois, même 3 mois. Mais la durée devrait être limitée. On va sortir du confinement et progressivement, on va reprendre une vie à peu près normale, même si à long terme, les habitudes peuvent changer. Ça, c'est encore un autre débat. Ce n'est pas le débat de la reprise à court terme. À court terme, ce qu'on a vu en Chine avec la sortie du confinement, c'est une reprise graduelle de l'activité et qui revient tout doucement à 100% de son potentiel. C'est ça le scénario qui est envisagé. Est-ce que vous avez vu, parmi les nombreuses notes d'analyse que vous avez l'habitude de lire, des scénarios en fonction de la durée du confinement, c'est-à-dire que si ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, on aura des impacts plus ou moins violents. Moi, je suis tombé sur des articles qui parlaient d'une récession aux États-Unis de 30% du PIB. Je crois que c'est Goldman Sachs qui a sorti ça, un taux de chômage de 30%. C'est des choses que vous avez croisées? Oui, enfin, je ne crois pas que finalement la durée du confinement a un impact sur le coût des plans de relance, mais finalement, ça ne change pas la mécanique du plan de relance. La mécanique, c'est une première phase de confinement où il y a une baisse très marquée de l'activité. Et pendant cette phase, le plan budgétaire est de sauver les entreprises et d'aider les ménages, d'aider les particuliers qui sont en difficulté. Sauver les entreprises, faire en sorte qu'il n'y ait pas une entreprise qui fasse défaut, qui meure parce qu'elle n'a plus de liquidité. Donc là, c'est la première phase, tout ce que sont en train de faire les gouvernements actuellement pour aider pendant cette période de confinement qui devrait durer 6 semaines, mais qui pourrait durer un peu plus longtemps, peut-être 2 mois, même 3 mois. Ensuite, il y aura la deuxième phase, à la sortie du confinement,
Là, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment parler de plan de relance. Le premier, c'est un plan de sauvetage. Le deuxième, c'est un plan de relance. Donc, il est en deux parties. Et sur la deuxième partie, il faut inciter les gens, accompagner les gens pour reprendre leur vie normale, pour consommer et les entreprises, les aider à investir de nouveau. Une question très simple et très directe, très concrète. On voit qu'en effet, les marchés ont baissé d'un tiers. Est-ce qu'il faut essayer, pour ceux qui ont un peu d'épargne liquide, un peu de liquidité, est-ce qu'on peut en profiter et revenir sur les marchés ou est-ce qu'il est encore trop tôt? Non, je pense qu'il faut revenir sur les marchés lorsqu'on a un horizon à moyen terme, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut essayer de gagner de l'argent. C'est peut-être pas le point le plus bas, mais on ne saura jamais, au moment où on se parle, si c'est le point le plus bas. On n'aura jamais cette certitude. Donc, si on pense que les cours sont intéressants et qu'on a un horizon de placement à moyen long terme, c'est intéressant d'entrer. Moi, je rappelle que notre préconisation, c'est de rentrer progressivement. C'est la meilleure façon de rentrer sur le marché et de profiter d'un creux de marché. On a perdu votre visage, Jonathan. Je ne sais pas si vous avez déconnecté la webcam, mais on va peut-être vous retrouver. Une question qui nous Voilà. est parvenue, une question de Didier que je vous livre. Oui. C'est mieux, avec l'image. Avec cette pandémie, si le pire n'est pas derrière nous, il pourrait se passer un effondrement systémique avec donc la perte du patrimoine en actions, Didier. J'entends en parallèle que les fonds euros dont les assurances vie seraient aussi en danger avec la carence de certains États de ne pas rembourser leurs dettes. Le danger est-il partout ou nulle part? Question de Didier. Ouais. Effectivement, enfin, c'est une crise, je l'ai dit, hein, je pense que j'étais clair, qui est une ampleur inouïe, d'une violence extraordinaire comme on en a peu connu. Certains comparent, je crois que Bruno Le Maire l'a comparé à la crise de 29. Ça ne me choque pas qu'on fasse cette comparaison, tellement la violence est forte. Maintenant, la grande différence avec ces crises, c'est que on intervient très tôt. On comprend les besoins des acteurs économiques et qu'on intervient tout de suite. Les erreurs qu'on a pu commettre dans le passé, c'est d'être intervenu trop tard. Lehman Brothers, on n'aurait jamais dû laisser cette banque faire faillite. Ça a été ensuite beaucoup plus coûteux d'avoir attendu plutôt que d'intervenir dès le début de l'année 2008. Aujourd'hui, on voit bien que les erreurs ne se reproduisent pas. Ça m'a l'air d'être plutôt bien embarqué, plutôt bien géré de la part des gouvernements dans le monde et de la part des banques centrales. Même si je pense qu'il faut en faire beaucoup plus que ce qu'ils font aujourd'hui, notamment les banques centrales et notamment la Banque centrale européenne, je pense qu'il faut qu'elle aille beaucoup plus loin que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Sur la question de Didier, sur la solidité ou l'éventuelle fragilité des États sur lesquels reposent beaucoup d'obligations, notamment qui servent au fonds euro, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, là, je crois vraiment pas parce qu'il y a les banques centrales qui sont à la manœuvre. Si vous prenez la dette de la zone euro, elle est vraiment sous le contrôle de la Banque centrale. La Banque centrale, la BCE peut racheter des dettes. Ils ont plus les contraintes qu'ils avaient au préalable lorsqu'ils avaient mis en place ce rachat d'actifs. Ils étaient un peu gênés techniquement parce qu'ils devaient racheter à due proportion les dettes de chaque pays. Et l'Allemagne qui emprunte moins, on était vite à la limite de ce qu'on pouvait racheter et ça nous bloquait pour acheter des dettes de l'Italie, par exemple. Or, l'Italie a plus besoin qu'on l'aide que l'Allemagne sur le plan financier, sur le plan de gestion de la dette. Aujourd'hui, ils ont enlevé ces contraintes et donc la BCE peut aider les États plus facilement. Alors, comme facteur de fragilité dans l'assurance vie, il y a des dettes des États et il y a aussi les intermédiaires, les assureurs. Est-ce qu'on a des questions aussi là-dessus sur la solidité des intermédiaires, des assureurs? Est-ce que là-dessus, vous redoutez des choses? Alors, sur les fonds euros, notamment parce que c'est le risque des assureurs porte essentiellement sur le fonds euro dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines avec les taux négatifs. Je ne crois pas, encore une fois, à une faillite des États qui, du coup, aurait un impact dans le bilan des assureurs. Ça, je ne le crois absolument pas parce que la BCE a les capacités d'acheter encore des centaines de milliards d'euros de dettes souveraines. Donc, elle ne laissera pas les États faire faillite. Donc, de ce point de vue, les assureurs sont protégés. Bon, merci beaucoup Jonathan pour ces analyses. On a compris votre scénario, sans doute une décélération forte dans laquelle on est entré, mais un rebond puissant.
Et puis on espère qu'on pourra se retrouver en chair et en os pour une prochaine émission. À très Alors bientôt, peut-être pas la Jonathan. prochaine émission, mais dans 2 émissions, peut-être. Les paris sont ouverts. En tout cas, le plus Bon vite courage à possible. tous.